BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et les blockchains en contiennent une fraction. Les blockchains et au-delà des blockchains, les cryptos ont donc leur rendez-vous chaque vendredi sur BFM Business. Ce sont les pros des cryptos. Claire Balva nous rejoint. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Spécialiste crypto, experte crypto indépendante. Thibaut Boutroux est aussi avec nous pour Meria. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et Vincent Gann nous rejoint pour nous parler effectivement du potentiel du Bitcoin, de l'Ether. Il est analyste technique. Bonjour Vincent. Salut Guillaume, bonjour à tous. D'ailleurs, on parle beaucoup, Vincent, depuis plusieurs semaines maintenant du risque de fermeture du gouvernement fédéral aux États-Unis, en tout cas du risque de ce plafond de la dette qui, s'il n'est pas rehaussé, entraînerait de graves difficultés pour les États-Unis. Là, il y a beaucoup plus d'espoir et d'optimisme quand même depuis 2 jours. C'est aussi un sujet, cette question du plafond de la dette pour le Bitcoin ? Oui, alors effectivement, c'est un des thèmes, on va dire le thème du moment d'inquiétude fondamentale pour les marchés financiers, même si a priori là, l'issue devrait être positive. Mais simplement, je rappelle quand même pour les auditeurs, à la différence de la France, aux États-Unis, il y a un plafond légal de la dette publique et que ce plafond est bientôt atteint. Et si ce plafond est atteint, bien c'est l'État fédéral américain qui cesse de fonctionner et de là, cela pénalise les entreprises, les consommateurs, tous les agents qui interagissent avec lui. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, un accord bipartisan est en vue entre démocrates et républicains pour relever ce plafond de la dette. Pourquoi ? Parce que la Maison-Blanche est démocrate et la Chambre des représentants aux États-Unis est actuellement dominée par les républicains. C'est impératif qu'un accord soit trouvé avant le 1er juin prochain. Le 1er juin, selon la secrétaire au Trésor aux États-Unis, Madame Janet Yellen, c'est à partir du 1er juin que ce plafond sera atteint. S'il est atteint, c'est ce qu'on appelle le shutdown. Le gouvernement fédéral américain cesse de fonctionner. Voilà pour le contexte. Mais j'accélère. Alors, je ne suis pas venu les mains dans les poches, mon cher Guillaume. Selon mes recherches, même les shutdowns du passé, même les exemples du passé, qui sont au nombre de 6, où le gouvernement fédéral américain a vu le plafond de la dette être atteint, et bien même à ce moment-là, les actifs risqués n'ont pas tant souffert que ça. En fait, l'impact n'était pas vraiment significatif. À peine 1 ou 2% de baisse pour le marché action. Alors, quel lien avec le marché crypto, me direz-vous, puisqu'on est quand même là pour parler des cryptos ? Eh bien, le lien est très simple, du fait des corrélations entre le marché action et le marché crypto. Il est souhaitable qu'un accord soit trouvé, peut-être annoncé ce dimanche ou peut-être la semaine prochaine. En tout cas, voilà, si on a une bonne nouvelle de ce côté-là, ce sera un moteur de plus. Pourquoi ? Pour mettre un terme à la consolidation du cours du Bitcoin sous les 30 000 $, qui dure maintenant depuis 5 ou 6 semaines. Alors effectivement, vous avez lâché ce mot de consolidation, effectivement, du Bitcoin, qui se confirme encore aujourd'hui. Je souligne la chose parce que Wall Street est sur les plus hauts de l'année là. Entre hier soir et aujourd'hui, on est sur les plus hauts de l'année aux États-Unis. Le CAC 40, dividende réinvesti sur un record historique. Le DAX est sur un record historique, mais le Bitcoin lui recule un peu sous les 27 000 $. Comment est-ce que vous voyez la suite d'un point de vue graphique ? Alors oui, les marchés actions européens sont des records historiques, Wall Street pas encore. Alors après, si on regarde les performances depuis le début de l'année, c'est quand même le cours du Bitcoin qui est leader. Mais bon voilà, une part de très bas après l'année 2022 catastrophique. Alors comment je vois la suite ? Cette consolidation qui dure depuis maintenant 5 semaines sous les 30 000 $, elle impressionne beaucoup, puis certains se disent que c'est la fin du rebond. Moi, je la trouve extrêmement bien construite sur le plan technique. J'ai 2 hypothèses chartistes. Alors attention, ce sont mes hypothèses. Je ne sais pas si le marché choisira entre ces deux-là. Enfin, j'espère qu'il fera le choix entre ces deux-là. Soit l'hypothèse la plus haussière, le cours du Bitcoin dépasse rapidement les 28 000 $, peut-être par exemple avec une annonce favorable sur le plafond de la dette des États-Unis, et on repart vers 32 000 $ et 35 000 $. L'hypothèse haussière, mais que je qualifierais de retardée, consisterait à aller chercher de la liquidité un peu plus bas dans une grosse zone de liquidité entre 23 000 et 25 000 $, c'est ce que montre l'analyse on-chain du réseau Bitcoin, avant ensuite de repartir à la hausse. Ça, ce sont mes 2 hypothèses chartistes. Maintenant, du côté des facteurs cross-asset, et ensuite je cède la parole, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Effectivement, sur le marché action américain, ce qui est intéressant, c'est que la tech se met à nouveau à surperformer. Bon, pour parler clairement, le Nasdaq fait mieux que le S&P 500, et ça, c'est favorable sur le cours du Bitcoin. Et moi, je ne serais pas surpris qu'assez rapidement, cette surperformance du Nasdaq vis-à-vis des actions classiques finisse par se propager sur le cours du Bitcoin. La seule faiblesse, la seule limite que je vois du côté cross-asset, c'est-à-dire les autres classes d'actifs, c'est le rebond du dollar américain qui freine là l'impact positif des indices boursiers sur le cours du Bitcoin. Voilà, mon cher Guillaume, j'ai terminé.
Merci Vincent. Merci beaucoup de nous accompagner aussi régulièrement. Vincent Gann, analyste technique. Et pour ceux qui souhaitent investir en crypto, on rappelle de n'investir que l'argent que l'on est prêt à perdre parce que ça reste très volatile et spéculatif. Et bien sûr, c'est de la diversification. Ledger, quand on parle de Ledger dans l'écosystème crypto, on pense amour et eau fraîche, quoi. Enfin, Ledger, c'est vraiment une boîte qui fait consensus. Sauf que depuis quelques heures, Ledger est au cœur d'une controverse. Ledger a annoncé en effet un nouveau service, Ledger Recover. On peut peut-être d'ailleurs, Thibaut, commencer par rappeler ce qu'est supposé apporter ce nouveau service. Ouais, tout à fait. Alors, Ledger Recover, donc c'est le nouveau service de Ledger qui consiste en fait à permettre à l'utilisateur de récupérer l'accès à son wallet en cas de perte de sa seed phrase. Vous savez, la seed phrase, c'est cette petite suite de mots, 12 à 24 mots, qui est générée au moment où vous créez votre wallet. Aujourd'hui, si vous perdez cette phrase-là, vous n'avez tout simplement plus accès à votre wallet. Le service, en fait, il fonctionne comment? La seed phrase, elle est scindée en 3 parties et ces 3 parties sont chiffrées puis réparties chez 3 acteurs. Donc les 3 acteurs sont Ledger, Escrowtech et CoinCover, qui sont 3 acteurs spécialistes de la sauvegarde et qui vont conserver pour vous une partie de la phrase. Et si vous perdez votre seed phrase, en faisant un simple KYC, vous allez pouvoir récupérer l'accès à votre wallet. Alors ce service, il faut bien comprendre, et la polémique vient un petit peu de là, en fait il faut comprendre à qui il s'adresse. Il s'adresse surtout à des débutants ou à des nouveaux entrants pour qui la conservation de la seed phrase, en fait c'est une contrainte et ils n'ont pas forcément les bonnes pratiques. Moi je vois encore des gens aujourd'hui qui conservent leur seed phrase sur les notes de leur iPhone, sur leurs photos, ou dans un document Word. C'est le mot de passe pour le commun des mortels, c'est le mot de passe tout simplement pour garder ses clés Bitcoin. Ouais. Exactement. Et donc les méthodes de conservation aujourd'hui ne sont pas toujours pour les débutants, on va dire correctes. Et donc forcément, pour les aguerris, ce service-là, il n'est pas forcément compris puisque la manière dont Ledger l'a amené dans sa communication pose peut-être quelques réflexions sur le sujet technique. Voilà, ils ont bien précisé que le sujet était facultatif, c'est-à-dire qu'on souscrit ou non à l'offre. Mais voilà en quoi consiste le service. Voilà, parce que Claire, il y a 24 mots, c'est ça, à avoir pour pouvoir accéder à ces bitcoins. Je me trompe pas, Oui, c'est ça. 24. Quand vous configurez votre ledger, alors vous avez un code PIN qui vous permet d'accéder au fond sur votre ledger, donc qui ressemble à une sorte de clé USB. Mais si jamais vous perdez cette clé USB, vous avez sauvegardé entre guillemets l'accès à vos fonds via cette fameuse phrase de 24 mots. Voilà, si je perds un mot, du coup, je n'accepte plus à mes bitcoins. Et donc, ce service de Ledger, il propose de diviser par 3 et faire en sorte de pouvoir faire stocker un morceau de ces 24 phrases par d'autres acteurs. Donc aucun des prestataires n'aurait directement accès à vos fonds, mais si jamais vous perdez l'accès à vos fonds via ce service, vous vous identifiez et ils peuvent vous redonner l'accès à votre wallet. Ça a l'air comme ça sur le papier plutôt bien. Pourquoi est-ce que ça fait polémique dans l'écosystème ? En fait, il y a une polémique qui recoupe à la fois des aspects de mauvaise communication, des aspects techniques, des aspects aussi philosophiques presque, je dirais. En fait, Ledger, il faut bien voir que c'est une entreprise qui est normalement plébiscitée par des puristes pour de la self-custody, donc de la détention des fonds par soi-même. Vous ne dépendez pas d'un tiers pour gérer vos fonds. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce nouveau service, finalement, il fait intervenir des tiers qui n'ont pas directement accès à vos fonds, mais forcément, qui dit nouvelle fonctionnalité, dit aussi nouveaux risques, potentiellement nouveaux vecteurs d'attaque. Et donc, il y a forcément beaucoup de questions. Et on voit sur la toile une crainte de certains utilisateurs que l'on puisse reconstituer leurs clés privées, même s'ils ne souscrivent pas à ce nouveau service. Et en fait, l'arrivée de ce service Ledger Recover a bien montré qu'il y avait une incompréhension aussi de certains utilisateurs sur la manière dont fonctionnaient effectivement les clés Ledger. Et donc ça fait beaucoup de débats. Alors c'est un débat un peu technique sur la manière dont sont stockées les clés privées via le Ledger. Mais on s'est bien rendu compte que ce débat, il était en fait aussi causé et largement amplifié par une communication des équipes de Ledger qui a sans doute pas été optimale pour ce lancement-là. Et donc, il y a toute une partie de la communauté, et notamment, je dirais, les plus puristes, les plus anciens, qui parfois qui manifestent en fait leur déception sur la manière dont ils avaient compris le fonctionnement de Ledger. Alors bien sûr, il y a eu des démentis. Le directeur technique de Ledger a fait une communication pour expliquer que c'était simplement une mécompréhension. Mais plus largement, je dirais que ça pose aussi question sur
question positive ou négative, sur la stratégie globale de Ledger qui aujourd'hui s'oriente beaucoup plus vers une adoption de masse. Et Thibault le disait, pour aller vers des utilisateurs qui ont besoin d'une expérience simple plutôt que cette fameuse site presse de 24 mots. Et donc forcément, ça peut décevoir certains puristes. On le voit ici avec le choix du KYC, par exemple, où vous allez donner votre identité pour récupérer vos fonds. Là où certaines applications font ce qu'on appelle du social recovery, c'est-à-dire que vous allez choisir vous-même des tiers. Mais ça, forcément, c'est plus compliqué pour l'adoption parce que ça nécessite de se baser sur des utilisateurs actuels de Ledger. Et donc Ledger, qui faisait jusqu'ici consensus, là, pose une vraie question et il y a cette polémique. Bon, après, c'est le bruit sur les réseaux, au cœur de la communauté. En fait, c'est surtout, honnêtement, beaucoup de bruit sur Twitter, sur Reddit. Il faut voir dans la durée si finalement ça va s'éteindre ou si ça va générer de vrais problèmes. Ouais. Ledger n'est pas seul à faire parler cette semaine. Ripple, l'entreprise derrière le token XRP, Ripple fait aussi parler dans son bras de fer, pour le coup, avec la SEC, le gendarme des marchés américains. Le juge américain qui supervise le procès a refusé de sceller les documents contenant notamment le discours d'un ancien membre de la SEC. Cette décision est vue comme une victoire pour Ripple, Claire. Oui, en fait, donc ce monsieur Hinman, qui était l'ancien directeur de la division financière de la SEC, il avait fait un discours en 2018 dans lequel il expliquait que l'Ether n'était pas un titre financier, n'était pas une security. Et donc, tous les documents qui tournent autour de ce discours sont très précieux pour Ripple, qui peut se baser là-dessus pour construire son argumentaire et expliquer que leur jeton à eux n'est pas non plus une security. Et donc, forcément, ça arrangeait bien la SEC que ces documents soient scellés, qu'ils ne puissent pas être utilisés lors du procès. Et là, on voit que Ripple va pouvoir s'en servir. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis d'affaire, puisque dans finalement les dernières communications, Ripple va aussi être obligé de donner un certain nombre d'informations qu'ils n'avaient pas envie de donner. On pense notamment au montant qu'ils ont dû dépenser pour être listés sur les plateformes d'échange, aux revenus qui ont été générés par leurs opérations. Mais ce procès est généralement très intéressant parce que c'est vraiment un signal important qui va probablement faire jurisprudence pour tout un ensemble de protocoles, parce que si le jeton de Ripple est qualifié de security ou à l'inverse, il est admis qu'il n'est pas une security, beaucoup d'autres protocoles vont considérer qu'il en sera de même pour leur propre jeton. Donc c'est vraiment un procès important à suivre. Ouais, c'est très très suivi du coup. Et puis Ripple qui fait aussi parler après un rachat majeur en Suisse, le lancement d'une nouvelle plateforme. Thibault, Ripple est en train de faire des pas importants en ce moment. Ouais, ils font des pas importants. Alors c'est effectivement une très belle semaine. Donc ils avaient déjà manifesté en fait leur volonté d'élargir un petit peu leur service. Et cette semaine, c'en a un petit peu la traduction avec ces deux annonces. Alors il y a d'abord l'achat de cette société suisse qui est Metaco, qui est en fait une société qui propose des services de garde et de gestion pour les actifs numériques à destination d'une clientèle très institutionnelle. On compte par exemple parmi leurs clients des acteurs comme BNP Paribas ou la société Forge, la branche blockchain de la Société Générale. Donc c'est une belle annonce parce que dans le contexte actuel où les acteurs institutionnels sont de plus en plus regardants, Ripple, en fait, avec ce rachat, gagne un petit peu en légitimité et en crédibilité auprès de cette clientèle, et ça permet d'enrichir un petit peu leur panoplie de services. Et il y a cette deuxième annonce qui est assez différente et qui est un petit peu plus technique. C'est le lancement en fait de leur plateforme qui à destination des banques centrales cette fois, qui va permettre aux banques centrales d'émettre directement leur CBDC, vous savez, les fameuses monnaies numériques de banques centrales dont on parle régulièrement et qui font souvent débat. Et cette annonce, ils l'ont fait dans le cadre d'un projet pilote qui est mené par l'autorité monétaire de Hong Kong sur une série d'actifs immobiliers qui va être tokenisés. Ouais, Ripple donc était au cœur de l'actualité effectivement cette semaine. Mais la SEC dont on parlait à l'instant n'a pas dit son dernier mot. Puisque la SEC, Claire, non, la SEC, elle continue de bosser, mais c'est son boulot de tenter de réguler ou de voir ce qui mérite de l'être. Elle agit, elle travaille, et cette fois c'est le gestionnaire d'actifs digitaux Grayscale qui est dans son collimateur en l'occurrence, l'un des produits de Grayscale. Oui, alors c'est pas la première fois. Donc Grayscale, qui est un gestionnaire de fonds crypto, souhaitait au mois d'avril dernier enregistrer l'un de ses nouveaux fonds qui est basé sur un token qui s'appelle le FIL, qui est le token du protocole Filecoin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Filecoin, c'est un protocole, je dirais un réseau de stockage décentralisé. Donc ça vous permet de stocker des fichiers de manière décentralisée, donc répartis sur un certain nombre de serveurs, d'ordinateurs. Vous savez que la blockchain, ça vous permet de gérer des transactions. Là, avec Filecoin, c'est pas réellement une blockchain, c'est vraiment un réseau de stockage dans lequel on va stocker des fichiers. Et donc le FIL, c'est le jeton, tout simplement, de ce réseau qui va encourager l'ensemble des participants à participer au réseau. Et donc là, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, donc cette semaine, Grayscale
reçoit un courrier de la SEC qui lui dit finalement ça va être compliqué parce que ce jeton fil, eh bien, il répond à la qualification de titre financier de security, et donc ce que ça veut dire, c'est que votre trust, eh bien, serait une société d'investissement, donc beaucoup plus régulée, avec un certain nombre de conséquences juridiques importantes. Badaboum. Et Grayscale répond et sort un communiqué de presse tout de suite pour contredire cette version de la SEC, et en disant non, le fil n'est absolument pas une security, et d'ailleurs on vous demande quelle est la base juridique de votre raisonnement pour affirmer que c'est un titre financier. Donc on voit là une espèce de bataille finalement à la fois de fond et de forme entre un régulateur et une entreprise. C'est pas la première fois, puisque l'année dernière la SEC avait déjà épinglé 3 trusts de Grayscale sur d'autres tokens, dont Stellar et le Zcash. Donc on sent une forme d'habitude quand même dans ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire que la SEC choisit certains jetons pour dire ça c'est une security, donc votre société doit être régulée. Mais en fait, les acteurs crypto aujourd'hui sont en attente d'une vraie clarté juridique et d'une forme de méthode pour savoir quels jetons sont des titres financiers et quels jetons ne les sont pas. Et Gary Gensler, le président de la SEC, de l'autre côté, dit lui que ce n'est pas un problème de clarté juridique, mais un problème de manque de conformité de la part du secteur. En tout cas, il y a une forme de chaos là dans la méthodologie, clairement, et l'Europe, en comparaison, semble être d'un coup un havre de paix. Non, mais c'est très, d'un point de vue réglementaire. D'un point de vue réglementaire, bien sûr, bien sûr. L'Europe hors Royaume-Uni, puisque les législateurs au Royaume-Uni qualifient les cryptos, Thibaut, comme des jeux d'argent. Quels sont leurs arguments et quelles pourraient du coup être les conséquences ? Oui, alors de toute façon, ça c'est une tendance globale qu'on observe depuis plusieurs mois maintenant, après l'année 2022 et tous ces événements. Un petit peu partout dans le monde, les régulateurs et les législateurs sont sur les talons des acteurs crypto, alors parfois justifiés, parfois un petit peu moins, mais c'est ce qu'on observe un petit peu partout. Et donc là, au Royaume-Uni, effectivement, ça a fait couler un petit peu d'encre, parce qu'il y a eu une déclaration qui a été un petit peu maladroite, on va dire, qui a été faite par le comité du Trésor. Alors le comité du Trésor, en fait, c'est un groupe qui regroupe 11 députés qui viennent de partis différents. Et je vais lire un petit peu la déclaration. Alors, selon eux, les cryptos ressembleraient plus à des jeux d'argent qu'à des services financiers, car elles causeraient des pertes financières tout en n'ayant aucune fonction au-delà d'une potentielle plus-value financière. Je répète, la deuxième partie, elle est intéressante. En n'ayant aucune fonction au-delà d'une potentielle plus-value financière. C'est surtout cette partie, en fait, au-delà de la comparaison qui est un petit peu anecdotique et qui a vocation, je pense, à faire plutôt du buzz. Quand on se penche un petit peu sur l'argumentaire, en 2023, c'est un petit peu problématique et presque alarmant, entre guillemets, qu'un organe gouvernemental de cette envergure puisse encore tenir ce genre de propos. Si ça avait été en 2015-2017, ça aurait été encore un petit peu compréhensible parce qu'il y avait peu de documentation. Aujourd'hui, dire que les cryptos n'ont une utilité, si ce n'est réaliser des plus-values financières, c'est quand même un petit peu limitant. On va parler du stablecoin Tether, le plus gros stablecoin mondial. Tether qui cumule des revenus faramineux et qui compte les utiliser dans un sens qui plaît à la communauté, en tout cas. Thibaut, est-ce qu'on peut expliquer les choses, aller un peu plus loin dans ce que veut faire Tether de ses revenus faramineux, donc ? Oui, c'est ça. Alors, pour recontextualiser, vous en avez parlé la semaine dernière sur ce plateau. Donc, effectivement, Tether a annoncé un bénéfice record pour ce premier trimestre de l'année 2023, 1,48 milliard de dollars. Donc, c'est colossal. Et en plus de ça, ils ont profité de l'annonce pour donner un petit peu plus de transparence sur leurs réserves, donc ce qui a été plutôt apprécié par la communauté. Et là, ils font un deuxième joli coup apprécié de la communauté, puisqu'ils ont annoncé qu'ils avaient l'intention d'investir jusqu'à 15% de ces bénéfices pour acheter du Bitcoin dans l'objectif de diversifier et renforcer leurs réserves. Et en plus de ça, ils ont précisé qu'ils comptaient détenir et acheter directement leur Bitcoin eux-mêmes. Donc c'est une bonne pratique et c'est une nouvelle qui a été très largement saluée par la communauté. Alors autant Tether est souvent et régulièrement critiqué, notamment pour son opacité, autant cette semaine ils ont plutôt marqué des points dans la communauté avec ces deux annonces successives. Effectivement, Tether donc qui a marqué l'actualité ces derniers jours, et puis un jeu vidéo que la communauté connaît bien, Axie Infinity, qui pourrait d'ailleurs renforcer encore un peu sa visibilité. Claire, il faut aussi qu'on en parle pour terminer là sur une note un peu plus light. Plus léger comme sujet. Axie Infinity, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo de combat entre créatures et donc qui sont émises sous forme de NFT.
Et leur annonce de cette semaine, c'est qu'ils sont disponibles sur l'App Store. Alors, c'est pas du tout une annonce négligeable parce qu'en fait, être disponible sur l'App Store, c'est pas si simple que ça. Ça leur a pris 2 ans de discussion. Apple a tendance à en fait, prélever jusqu'à 30% de frais sur toutes les transactions. Donc, forcément, quand vous êtes une application crypto, c'est très compliqué d'être disponible simplement sur l'App Store en ne payant pas des frais astronomiques. Et c'est particulièrement important pour Axie Infinity parce qu'ils avaient été victimes d'un énorme hack cette année, le hack du bridge Ronin de plus de 600 millions de dollars. Donc ils ont passé une année pas simple et donc ils espèrent bien sûr que cette annonce va leur permettre d'avoir plus d'adoption sur leurs produits, de toucher un public un peu plus large. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Claire Balva et Thibaut Boutroux pour Meria nous accompagner. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir rejoints en plein pont effectivement de l'ascension. Salut Claire, salut Thibaut.